Bonjour tout le monde, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui après un très long moment d'absence, 3 ans pour être plus précis. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Mohamedou Gueye, donc ingénieur financier, trader et également formateur en entrepreneuriat et également en sciences du succès. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est un peu imminent pour moi et extrêmement important de délivrer un message qui, de par sa portée universelle, s'adresse principalement et directement au secrétaire général des Nations Unies et également aux leaders de ce monde, notamment sur le plan politique et religieux. Alors, je vais être explicite dans ma démarche d'argumentaire par rapport à ça. Je pense qu'en ce moment, le monde court à sa perte. Nous avons des challenges extrêmement importants à relever. Il y a beaucoup de défis. Et le problème qui se pose, c'est qu'on court en ce moment vers la 3e guerre mondiale, croyez-le ou non. Un théoricien, dans les années 1855, avait prédit que la guerre mondiale qui va amener l'humanité à l'extinction ne serait ni d'ordre politique, ni d'ordre social. Elle serait d'ordre religieux. C'est ce qui se passe exactement. Je m'explique. Remarquez, depuis un certain temps, il y a eu toute une vague, une mouvance extraordinaire de conflits religieux depuis l'attentat du World Trade Center en septembre 9/11 aux États-Unis, à New York. Et depuis lors, il y a eu des phénomènes, des changements qui sont des signes assez importants et avant-coureurs qui devraient nous rendre tous aussi inquiets les uns que les autres. Nonobstant nos différentes idéologies ou religions ou formes de croyances, musulmanes, chrétiennes, juifs, bouddhistes, shintoïstes ou même agnostiques, peu importe, je pense qu'on a un devoir extrêmement important de se lever et de parler d'une même voix. Cette voix, c'est celle en fait de la tolérance, la voie de la paix et la voie de l'absolution des différents torts qu'on s'est fait les uns par rapport aux autres. Il faut savoir en ce moment que, au niveau de ce continent où je suis actuellement, en Afrique, plus précisément en Afrique de l'Est, au niveau de l'Ouganda, à Kampala précisément, j'ai remarqué qu'il y a une vague de développement extraordinaire en peu de temps. C'est un constat personnel. Nonobstant toute forme de vision politique, les gens font beaucoup d'efforts pour se développer. Leur tendance à l'auto-entrepreneuriat, à l'autonomie financière est extraordinaire et elle a pris un pic très élevé ces derniers temps. Et ce constat peut être observé dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, comme le Nigeria par exemple, comme le Sénégal, malgré une petite récession qu'on peut observer. Je pense que quand même il y a beaucoup à faire en ce moment. Et si je reviens par rapport à le postulat de base, cette 3e guerre mondiale, pourquoi est-ce qu'elle est imminente? C'est parce qu'en fait, le choc religieux qui se passe d'Orient en Occident est sous-tendu par une volonté manifeste de diviser. Alors, des individus malheureusement qui sont là, qui font tout ce qui est possible en leur pouvoir pour créer des tensions afin de l'exploiter à des raisons et de fins politiques. Et vous me comprendrez, je parle du cas récent de la prise de position des États-Unis au niveau du conflit israélo-palestinien. Aujourd'hui, les musulmans et les chrétiens sont l'un des groupes sociologiques et démographiques les plus puissants dans ce monde, en matière de nombre bien sûr, à part les bouddhistes au niveau de l'Asie. Et ce sont les deux tendances qui se côtoient le plus, parce que dans tous les continents où vous irez, entre l'Océanie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, bien entendu, l'Europe et l'Afrique, ce sont les plus présentes et les plus proéminentes. Qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que sur le plan historique, Jérusalem a une longue histoire. Elle est une ville sainte autant pour les musulmans, pour les chrétiens, comme pour les juifs. Ils la partagent. Alors, comment peut-on aujourd'hui, malheureusement pour les raisons d'ordre politique, il y a de cela plus de 20 ans, en les années 94-95, à l'époque, la prédominance d'ordre idéologique au niveau des États-Unis et le monde, c'était celle de la sortie de la guerre froide. Donc une crise qui allait dans le sens de l'affirmation de la suprématie d'un continent par rapport à un autre. Et ces deux grands groupes, là, qui sont les Russes et les Américains, avec les autres, bien entendu, sous-dominantes, que sont l'Angleterre pour les uns, les Français, etc., les Japonais d'un autre, ont fait qu'il y a eu des prises de position extrêmement importantes. Et sur ce plan, il fallait en appuyer certains et en faire descendre d'autres. Depuis lors, un amendement, une loi a été votée par le Congrès, comme quoi les États-Unis reconnaissent formellement la ville de Jérusalem comme étant celle des Juifs, celle d'Israël, bien sûr. Sachant que tous les présidents qui sont venus par la suite ont tous reporté cette décision, cette loi qui devait être votée, pour éviter ces conflits. Notamment, je parle de Bill Clinton, George Bush, etc., Barack Obama, et maintenant, depuis quelques temps, ce qui s'est passé avec M. Donald Trump, à qui j'adresse un message formel, de revoir ses positions et de comprendre l'importance pour le monde aujourd'hui d'aller vers une dynamique de paix, de sociabilisation, parce que rien ne peut se régler
dans les rencontres qui passent le dialogue et la diplomatie. C'est extrêmement important. J'ai fait une conférence il y a de cela 7 ans, 8 ans, juste en m'amusant avec les amis. On était dans un très grand cadre de compétition d'art oratoire qui s'appelle le Débattons au Sénégal. Et effectivement, le thème portait sur la diplomatie sénégalaise à l'ère de la mondialisation. Et il fallait savoir justement si elle est adaptée à cette globalisation ou non. Donc rappelons par principe qu'il y a plusieurs types de diplomatie. Elle peut être d'ordre culturel, économique, elle peut être bien entendu spécifiquement financière, donc un aspect de l'économie. Elle peut avoir des relents d'ordre religieux et elle peut avoir des relents d'ordre, disons, extrêmement portés vers voilà, la promotion des valeurs de paix, de courage et de partage. Donc il y en a plusieurs. Celle qui m'intéresse en ce moment, c'est celle d'ordre politique et religieuse. Enfin, je parlerai de celle économique. Il se trouve qu'en ce moment, hier précisément, il y a 2 jours, tout l'ordre des Nations Unies ont fait un bloc contre les États-Unis pour contester la décision unilatérale de Donald Trump. Donc, des États-Unis, bien entendu, je ne parle pas de la population, mais de ce groupement politique en haut, de scissionner plus ou moins, ou bien de mettre fin à cette dynamique de dialogue qui était vraiment incontestablement la plus importante de tout ce que le monde a pu réaliser en ce 21e siècle. Quels sont les risques et les dangers qui peuvent se passer par la suite? Vous avez vu des jeunes Palestiniens être tués, des Israéliens être attaqués de par le monde. Je ne suis ni d'un côté ni d'un l'autre. Je suis pour la justice et l'équité et la balance dans toutes ces formes d'injustice. Je pense qu'ils ne méritent pas cela. Des décisions de politiciens qui, au de leur chair, décident de l'avenir de milliers de populations qui aujourd'hui vont souffrir de ces conséquences alors qu'eux ils sont en paix dans leur siège, ce serait dangereux. Voilà pourquoi il est important, Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, vous, chefs d'État africains, d'Europe, d'Amérique, d'Asie et du monde, de comprendre la nécessité ultime de résoudre ce conflit maintenant. On a eu à faire un travail extraordinaire, moi et mes équipes aujourd'hui, et ceux avec qui je travaille, notamment des coachs et des gens aussi calés, intellectuels et évidemment formés aux bonnes écoles, comme Miss Bilim Bey, avec ICAR International, qui est la présidente du réseau des cadres africains, européens, américains, et notamment certains chefs de politique en Afrique, avec qui on a discuté très récemment de beaucoup de thèmes, des présidents et autres, à qui nous ont soumis leurs doléances, pour nous faire savoir qu'ils auront besoin qu'on parle aux jeunes, mais pas les jeunes, bien sûr. Voilà pourquoi j'ai pris l'engagement de faire ce message à vous, la jeunesse de ce monde. Comprenez qu'il est extrêmement important en ce moment de faire face. Faire face comment? En vous soulevant. Non pour amener des problèmes ou des conflits, mais de manière pacifique et dynamique. Les 2 meilleurs modèles que je peux citer par rapport à la pacification de ce monde, aujourd'hui dans les processus réellement de réunification des peuples, ce sont des individus comme Mahatma Gandhi en Inde, ou peut-être au niveau du Sénégal, West Africa, quelqu'un comme Cheikh Ahmadou Bamba, qui a, durant toute sa vie, a lutté pour la paix, vraiment, nonobstant toutes les choses qu'il a reçues comme éléments diffamatoires, déflagrants, et surtout qui sont censés plus ou moins le mettre dans les positions les moins stables possibles, et bien entendu contester une autorité locale sur la place. Ils ont fait preuve de tact, de diplomatie, mais surtout de beaucoup d'amour envers leurs ennemis. En tout cas, ceux qui se sont déclarés leurs ennemis potentiels. Cette chose peut se refaire encore une fois. Il n'est jamais trop tard. Il est certes vrai qu'avec récemment ce qui s'est passé au niveau de la Libye, vous l'avez vu vous tous, une chose qu'on avait tous pensé être abolie à jamais depuis des siècles et des siècles, qui reprend forme, avec notamment la vente d'hommes noirs, etc., comme esclaves au niveau des frontières méditerranéennes. Et vous savez l'histoire, en fait, faites des investigations, vous savez qu'effectivement certaines nations européennes sont complices de cette chose. Je n'accuse personne, je veux juste qu'on soit objectif et qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Je reviens à un autre cas, par exemple, au niveau de l'Afrique de l'Est, par exemple, aujourd'hui, où en Éthiopie, en Somalie, récemment, un attentat a tué plus de 200 personnes. Je pense que le monde n'a vraiment pas besoin de ça. Il faut qu'on comprenne qu'il faut que les choses changent maintenant. Et c'est à vous de prendre cette décision. Si vous le voulez maintenant, cela peut être fait. Donc n'hésitez pas, sortez, parlez et faites des pétitions, distribuez cela et amenez cette pétition au niveau du secrétariat général des Nations Unies pour qu'il puisse comprendre qu'il est important que ça se passe. Alors, j'en viens à un second volet extrêmement important. Cela ne peut être encore que théorie pour l'instant. Parlons maintenant d'actions concrètes et pratiques. Aujourd'hui, le gouvernement du monde se fait par une certaine élite qui malheureusement n'a pas encore trop saisi les enjeux et l'impact de leurs décisions sur les peuples. Si aujourd'hui, du haut d'un palais présidentiel, on décide d'aller faire la guerre à un peuple, demandez-vous qui est-ce qui va au front? Ce sont les veterans au niveau des États-Unis, les Navies, les US Navies, ou je sais pas moi, les gens de l'OTAN par exemple,
ou plutôt les forces africaines qui défendent aujourd'hui les États contre le terrorisme et tout, etc. Non, ce ne sont pas les leaders, ce sont les populations, ce sont les militaires qui vont faire cela. Si aujourd'hui, encore une fois, il était encore possible d'amener ces leaders à aller à la guerre, je pense que ces choses ne se passeraient plus jamais comme ça. Voilà en fait pourquoi on parle de leadership en ce moment, et l'impact de la conscientisation et surtout de la prise vraiment de la compréhension des enjeux, des impacts et des perspectives des décisions de ces leaders par rapport à l'avenir de leur peuple. Retourner 100 ans plus tard, 200 ans plus tard, il se trouvait que c'était les présidents, bien les chefs d'État, parce qu'à l'époque c'était pas président, mais le mot adapté c'était les rois, ou plutôt les empereurs, qui allaient au front de la guerre. Effectivement, ils étaient au devant de la scène. Ils allaient diriger ces guerres eux-mêmes. Je prends le cas pour la communauté musulmane, un homme comme Khalid ibn Walid, prenez le cas de Napoléon, etc. Eux tous ont fait la guerre. Ils tenaient leurs armes, ils allaient se battre. Aujourd'hui, quel est le leader de ce monde qui est capable de le faire? Presque aucun, très peu. Ce qui veut dire en réalité qu'il est extrêmement important qu'ils sachent que le peuple souffre assez. Et les militaires, malheureusement, sont extrêmement, les hommes, en tout cas les hommes d'armes, qu'ils soient gendarmes, policiers ou également militaires ou quelques autres forces secrètes, même les services secrets, souffrent énormément parce qu'ils sont contraints à des rôles qui malheureusement les déchirent. Ils sont humains comme nous. Malheureusement, bien entendu, pour des raisons de souveraineté nationale, ils sont obligés de faire certaines choses. Mais quoi qu'il en soit, ils reviennent à leur famille. Regardez le nombre d'individus qui ont subi des traumatismes au niveau psychologique et psychiatrique. La plus grande partie de ces individus sont ceux qui ont été victimes de la guerre, les populations notamment, et ceux qui eux-mêmes ont été porteurs d'armes et éventuellement qui ont tiré des balles contre les citoyens. Comment peut-on faire pour changer la donne? C'est très simple. Demandons-leur à ces présidents d'aller eux-mêmes à la guerre. They have to do that. Lorsqu'un se décidera, si c'est Donald Trump qui ira lui-même faire cela, je ne l'accuse pas. Je parle avec lui en tant que citoyen du monde. Je veux l'amener à prendre une décision vraiment compréhensive et surtout extrêmement sensible vis-à-vis de ce que dit son peuple en ce moment. J'ai beaucoup d'amis et de parents aux États-Unis. J'ai été à l'Université de Pennsylvania à Wharton, notamment en tant que visiting scholar depuis très tôt dans ma jeunesse. J'ai fait les grandes business schools d'Europe, notamment Kedge, et d'autres pays du monde avec différents voyages, d'échanges d'études et tout. J'ai pu observer, à parler avec beaucoup de gens, notamment du cadre politique, économique, social, des hommes d'affaires, des entrepreneurs, des diplomates, etc. Et le constat est unanime. Le constat est unanime. Rien ne marche en ce moment dans ce monde. Et ce qu'on va voir très bientôt, vous allez le constater vous-même. You're gonna see your time. Les gens commencent à prendre les armes. Il y a un soulèvement, une vague de révolte extraordinaire. Des infiltrations par-ci par-là, les maladies extraordinaires, les catastrophes naturelles. Le monde n'en a pas vraiment besoin, je pense. Donc je ne vais pas être très long. Je reviens à un dernier volet par rapport au plan, notamment pratique pour les jeunes, notamment de prendre en charge leur propre destinée. Il est très difficile de gouverner, certes. Je comprends dans tout ce qui se passe en ce moment. Aucune personne, aucun individu à lui-même, à lui seul, ne peut prendre la destinée d'une nation entière. C'est impossible à l'heure. Mais ce qu'ils peuvent faire par contre, c'est de manière vraiment proactive, de manière en mettant ensemble des synergies, de mettre en place des débats publics, que chacun donne son opinion, qu'ils parlent ensemble. Autant c'est valable aujourd'hui pour les cas liés aux affaires politiques, économiques comme sociales dans différents pays, tout simplement. Il est très facile de créer des emplois. Certains ont un problème par rapport à cela, donc c'est aujourd'hui un shift, une petite digression que je fais. Il y a toutes les solutions disponibles et déjà pensées. Il n'y a aucune stratégie aujourd'hui qui peut être innovative et nouvelle qui n'a déjà été faite dans le passé. Je prends le cas d'un prophète comme Joseph par exemple, Yusuf pour les musulmans. Il a été aujourd'hui vendu par ses frères, il a été esclave, il a été maçon, il a travaillé dans beaucoup de choses qui sont vraiment des travaux qu'on peut aujourd'hui juger comme des travaux de basse classe, alors qu'il n'en a pas bien sûr. Et pourtant il est devenu aujourd'hui ministre et même premier ministre dans sa contrée à l'époque. L'équivalent à l'époque c'était plus ou moins l'assistant du grand pharaon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait la vision, il comprenait, il avait la stratégie, il avait surtout l'art de la géostratégie, adapté aux dynamiques locales, culturelles au niveau entrepreneurial, économique et surtout social. Qu'est-ce qu'il a fait? De l'économie tout simplement, il leur a montré quelles sont les meilleures stratégies à adopter. Et là je fais un clin d'œil à Ramatoulaye Ndiaye qui prépare bientôt derrière sa conférence sur l'entrepreneuriat pour les jeunes au niveau du Sénégal, et qui quitte Paris très bientôt. Je pense qu'on peut juste mettre en place des cadres de réflexion. Tous ceux qui aujourd'hui parlent de créer des jobs, autant au niveau de la France, de l'Allemagne, des États-Unis et tout, malheureusement n'ont jamais créé un seul emploi pour la plupart du temps. Ils n'ont jamais été chefs d'entreprise. Ils ont peut-être fait une formation de base, mais pour des raisons partisanes, politiciennes et tout, ils ont été catapultés dans des postes qu'ils ne maîtrisent tout simplement pas. Donc donnez la parole à ceux qui savent. Et si vous voulez savoir exactement comment résoudre ce conflit, appelez-nous. Donc je ne vais pas être très long. I'm gonna just finish my talk very quickly en vous remerciant de votre écoute.
Et surtout en vous disant qu'il est extrêmement important qu'on prenne les choses en main et maintenant, pas demain. Donc comprenez-moi si j'ai fait des erreurs, ce n'est que ma nature humaine. Mais naturellement, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et nous avons vraiment la volonté et l'envie d'aider. Les gouvernements font beaucoup de travail. Nous les en félicitons, on les encourage. Ils font un travail colossal et énorme. Ce n'est pas facile du tout. Quand on est à la tête d'un pays, quand on dirige des instances aussi importantes que l'armée, que l'économie, que les affaires liées à la santé, on ne peut pas être tranquille. On est subi des pressions de partout, les groupes, les lobbies par-ci, par-là, ce n'est pas facile. Donc on les comprend. Que ce soit au niveau du camp israélien, au niveau du camp palestinien, au niveau du camp américain, ou russe, ou japonais, ou chinois, ou au niveau africain, on comprend tout le monde. La seule chose qui peut être faite maintenant, c'est vraiment de créer ce dialogue consensuel au niveau international, en donnant la parole aussi aux jeunes citoyens de ce monde qui se prononcent aussi. Le G5, le G8, le G20 ne sont pas les seuls à comprendre les enjeux réels qui se passent exactement. Il y a aussi des gens qui ont compris et qui savent et qui veulent aider. Donc, donnez la parole aux jeunes. Et nous, si vous êtes vraiment prêts, on est vraiment disposés à vous donner nos idées de manière extrêmement simple et flexible avec toute l'armada qu'on a derrière au niveau humain, au niveau financier et technique. On est même prêt à y mettre de nos sous pour que ces choses avancent. Donc, merci de votre écoute. Thank you very much for listening. Et si vous avez besoin de questions, d'informations complémentaires par rapport à cette chose que j'ai dite en ce moment, il y a un lien qui sera affiché tout en bas. Vous allez voir exactement les adresses email, les numéros de téléphone. Vous pourrez contacter directement. Donc, merci à tous de votre écoute et à très bientôt. Au revoir. Thank you very much.